Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir un livre puissant qui a traversé le temps sans perdre sa valeur. Il s'agit de Business Opportunities, écrit par Henry Harrison Brown, à une époque où le monde connaissait de grands changements. C'était une période marquée par l'industrialisation, où ceux qui avaient de l'initiative pouvaient transformer leur vie. Mais ce livre ne parle pas de chance, ni de hasard. Il parle d'un regard différent, d'une manière de penser que peu de gens développent vraiment. À travers ses idées, l'auteur nous montre que les opportunités ne sont pas des événements spectaculaires qui apparaissent soudainement devant nous. Elles sont souvent discrètes, presque invisibles, et passent inaperçues pour la majorité des gens. À l'époque où ce livre a été écrit, les transformations étaient visibles dans les usines, les villes, les nouvelles inventions. Aujourd'hui, le monde a changé de forme, mais pas de nature. Nous vivons dans une ère numérique, entourée d'informations, de distractions, de contenus en permanence. Tout va plus vite, tout semble accessible, mais paradoxalement, beaucoup de personnes se sentent perdues et incapables de saisir les bonnes occasions. On pourrait croire qu'il y a trop d'opportunités, mais en réalité, le problème est ailleurs. Ce n'est pas le manque d'opportunités qui freine les gens, c'est leur incapacité à les reconnaître lorsqu'elles se présentent. La plupart des personnes attendent que quelque chose d'extraordinaire arrive dans leur vie. Elles imaginent une opportunité comme un moment évident, clair, sans risque, sans doute. Elles pensent que lorsqu'une vraie chance se présentera, elles le sauront immédiatement. Mais la réalité est bien différente. Les opportunités importantes ne font pas de bruit. Elles ne s'imposent pas. Elles apparaissent souvent sous forme de problèmes, de situations imparfaites ou même de difficultés. Elles demandent de l'attention, de l'observation et surtout une certaine ouverture d'esprit. Sans cela, elles passent simplement à côté de nous, sans que l'on s'en rende compte. Ce livre nous invite à changer complètement notre manière de voir les choses. Il nous apprend que chercher désespérément des opportunités est souvent inutile. Plus on court après elles, plus elles semblent s'éloigner. Pourquoi ? Parce que le vrai travail ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour nous offrir des occasions, c'est notre regard qui doit évoluer pour les reconnaître. Une même situation peut être vécue de deux manières totalement différentes selon la personne. L'un verra un obstacle, l'autre verra une possibilité. L'un attendra, l'autre agira. Et cette différence ne vient pas de la chance, mais de la façon de penser. Comprendre cela est essentiel. Cela signifie que chacun a la capacité de transformer sa vie, non pas en attendant un miracle, mais en apprenant à voir ce qui est déjà là. Les opportunités existent partout, mais elles ne sont visibles que pour ceux qui savent observer. Elles ne sont pas réservées à une élite ou à des personnes privilégiées. Elles sont accessibles à tous, mais seulement pour ceux qui développent cette capacité à les reconnaître avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une méthode rapide pour réussir du jour au lendemain. Ce n'est pas une promesse de richesse facile ou de succès instantané. C'est quelque chose de plus profond, de plus exigeant, mais aussi de beaucoup plus puissant. Vous allez apprendre à voir différemment, à remarquer ce que la majorité ignore, à comprendre que derrière chaque situation se cache une possibilité, même si elle n'est pas visible au premier regard. La promesse est simple, mais elle demande un vrai engagement. Il s'agit d'entraîner votre esprit à devenir plus attentif, plus lucide, plus stratégique. Il s'agit de développer une manière de penser qui vous permet de détecter les opportunités là où les autres ne voient rien. Et surtout, il s'agit de passer d'une position passive, où l'on attend que les choses arrivent, à une position active, où l'on devient capable d'agir au bon moment. À partir de maintenant, il ne s'agit plus de chercher désespérément des occasions, mais d'apprendre à les reconnaître quand elles apparaissent. Parce qu'au final, les opportunités ne sont jamais absentes. Elles sont simplement invisibles pour ceux qui ne savent pas les voir. Chapitre 1. L'opportunité est un état d'esprit. L'opportunité ne commence pas dans le monde extérieur, comme beaucoup de gens le pensent. Elle ne surgit pas d'un événement spectaculaire, ni d'une circonstance exceptionnelle, qui viendrait changer une vie du jour au lendemain. Elle prend naissance bien avant cela, dans un endroit beaucoup plus discret et souvent négligé, l'esprit. Avant de devenir une réalité concrète, avant de se transformer en action ou en résultat visible,
Toute opportunité existe d'abord comme une idée, une perception, une manière d'interpréter ce qui nous entoure. C'est une vérité simple, mais difficile à accepter, car elle place la responsabilité directement sur l'individu. Cela signifie que si une personne ne voit pas d'opportunité dans sa vie, ce n'est pas forcément parce qu'elle n'existe pas, mais parce que son esprit n'est pas encore préparé à les reconnaître. Chaque jour, des milliers de situations identiques se présentent à différentes personnes. Pourtant, les réactions et les résultats sont complètement différents. Certains voient une possibilité là où d'autres ne voient qu'un problème. Certains avancent pendant que d'autres restent immobiles. Cette différence ne vient ni du hasard, ni d'un privilège caché, mais d'un élément intérieur, la façon de penser. L'esprit agit comme un filtre permanent. Il ne montre pas tout ce qui existe, il sélectionne, il interprète, il met en avant certaines choses et en ignore d'autres. Ainsi, deux individus peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des conclusions opposées. Ce filtre mental est profondément influencé par les croyances. Les croyances ne sont pas simplement des opinions passagères, ce sont des idées répétées qui deviennent des vérités intérieures. Elles orientent la manière dont une personne voit le monde, mais aussi la manière dont elle agit. Une personne qui pense que les opportunités sont rares aura tendance à ne pas les chercher. Elle se convaincra qu'elles sont réservées à d'autres, qu'elles demandent des conditions spéciales ou qu'elles n'existent plus dans le monde actuel. À l'inverse, une personne qui croit que les opportunités sont nombreuses et accessibles adoptera une attitude totalement différente. Elle observera davantage, elle posera des questions, elle testera des idées, et surtout, elle sera prête à agir. C'est ici que la différence entre une mentalité d'abondance et une mentalité de manque devient essentielle. La mentalité d'abondance repose sur une idée simple. Le monde offre suffisamment de possibilités pour tous ceux qui savent les voir. Cela ne veut pas dire que tout est facile ou que tout est garanti, mais cela signifie que les ressources, les idées et les chemins ne sont pas limités à une minorité. Cette façon de penser ouvre l'esprit, elle encourage la curiosité et pousse à explorer. Elle permet de rester attentif aux détails, de remarquer ce qui change et de comprendre que chaque situation peut contenir une opportunité. La mentalité de manque, au contraire, enferme l'individu dans une vision étroite. Dans cet état d'esprit, tout semble difficile, inaccessible ou déjà pris par d'autres. Les réussites des autres sont perçues comme des preuves que l'espace est limité, que les places sont rares et qu'il est trop tard pour agir. Cette vision crée une forme de blocage invisible. La personne n'essaye même plus de chercher des solutions, car elle est convaincue qu'il n'y en a pas. Elle se protège en évitant les risques, mais en réalité, elle se prive aussi de toute possibilité d'évolution. Ce qui rend ces croyances si puissantes, c'est qu'elles deviennent automatiques. Elles ne sont plus remises en question. Elles influencent les décisions sans que l'on en ait conscience. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour réussir ne verra même pas les occasions qui pourraient lui permettre d'apprendre. Son esprit les ignorera, comme si elles n'existaient pas. De la même manière, une personne qui a peur de l'échec interprétera toute situation incertaine comme un danger, même si elle contient un potentiel réel. Comprendre ce mécanisme est une étape essentielle, car cela permet de reprendre le contrôle. Ce que l'on perçoit n'est pas une réalité absolue, mais une version filtrée de cette réalité. En changeant le filtre, on change ce que l'on voit. Et en changeant ce que l'on voit, on change ce que l'on peut faire. Cela ne signifie pas que le monde devient soudainement plus simple, mais qu'il devient plus lisible. Les signaux qui étaient invisibles commencent à apparaître. Les possibilités qui semblaient inexistantes deviennent perceptibles. Une autre idée importante dans cette approche est la capacité à voir avant de posséder. Beaucoup de personnes attendent d'avoir des garanties avant d'agir. Elles veulent être sûres, certaines, rassurées. Elles pensent qu'il faut d'abord avoir les ressources, les compétences ou les conditions parfaites pour avancer. Mais en réalité, cela fonctionne dans l'autre sens. Toute réalisation commence par une vision. Avant qu'un projet existe dans le monde réel, il existe dans l'esprit de quelqu'un. Avant qu'une opportunité soit concrète, elle est imaginée, perçue, envisagée. Voir avant de posséder demande du courage, mais aussi de l'entraînement. Cela implique d'accepter de ne pas tout maîtriser immédiatement. Cela demande de faire confiance à sa capacité d'apprentissage
à son évolution. Une idée n'est pas toujours claire dès le départ. Elle peut être floue, incomplète, fragile. Mais c'est en lui donnant de l'attention, en l'explorant, en la testant, qu'elle prend forme. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent une vision parfaite, mais ceux qui avancent malgré l'imperfection. Cette manière de penser transforme profondément la relation à l'incertitude. Au lieu de la voir comme un obstacle, elle devient un espace de création. L'inconnu n'est plus seulement une source de peur, mais aussi une source de possibilités. Cela ne veut pas dire ignorer les risques, mais apprendre à les regarder avec lucidité sans être paralysé. L'esprit orienté vers l'opportunité ne cherche pas à éviter toute difficulté, il cherche à comprendre ce qu'elle peut révéler. Peu à peu, cette transformation intérieure modifie aussi la perception du monde extérieur. Les situations ordinaires prennent une nouvelle dimension. Ce qui semblait banal devient intéressant. Ce qui semblait bloquant devient une question à résoudre. L'individu ne subit plus simplement ce qui lui arrive, il commence à interagir avec la réalité de manière plus active. Il ne cherche plus seulement à réagir, mais à comprendre et à agir avec intention. Il est important de souligner que cette évolution ne se fait pas du jour au lendemain. Changer sa manière de penser demande du temps, de la répétition et de la discipline. Les anciennes habitudes mentales ne disparaissent pas immédiatement. Elles reviennent, elles influencent encore les réactions. Mais avec de la pratique, il devient possible de les reconnaître et de les transformer progressivement. L'opportunité n'est donc pas un objet que l'on attrape au hasard. Ce n'est pas quelque chose qui dépend uniquement des circonstances. C'est un processus intérieur, une manière de voir et de comprendre le monde. Elle se développe à mesure que l'esprit devient plus ouvert, plus attentif, plus stratégique. Elle grandit lorsque l'on cesse de se définir uniquement par son passé ou par ses limites actuelles, et que l'on commence à se projeter comme quelqu'un capable d'évoluer. À partir de ce moment, le regard change. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui semblait inaccessible devient envisageable. L'individu ne devient pas quelqu'un de différent du jour au lendemain, mais il commence à percevoir des choses qu'il ignorait auparavant. Et cette simple transformation du regard peut avoir des conséquences profondes sur toute une vie. Ainsi, l'opportunité n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle n'est pas liée à la chance ou à des circonstances exceptionnelles. Elle est accessible à tous ceux qui acceptent de transformer leur manière de penser. Elle ne demande pas d'attendre le moment parfait, mais de développer une attention active et une capacité à voir au-delà des apparences. Elle appartient à ceux qui apprennent à observer, à comprendre et à agir, même lorsque tout n'est pas encore parfaitement clair. C'est dans cet état d'esprit, et uniquement dans celui-ci, que les opportunités commencent réellement à exister. Chapitre 2. Pourquoi la majorité ne voit rien? La plupart des gens traversent leur vie sans jamais reconnaître une véritable opportunité. Pourtant, ce n'est pas parce que ces opportunités sont rares ou inexistantes. Elles sont présentes partout, chaque jour, dans des formes simples, parfois discrètes. Le vrai problème est ailleurs. Il se trouve dans la manière dont l'esprit humain fonctionne. Beaucoup de personnes ne voient rien parce que leur regard est limité par des habitudes mentales profondes. Elles ne regardent pas réellement le monde avec attention. Elles le filtrent à travers leurs peurs, leurs croyances et leurs besoins de sécurité. Ce filtre devient si puissant qu'il finit par cacher tout ce qui pourrait pourtant transformer leur vie. L'un des obstacles les plus importants est le confort mental. Il ne s'agit pas seulement du confort matériel, comme avoir une situation stable ou des revenus réguliers. Le confort mental est plus subtil. C'est le sentiment de sécurité que l'on ressent lorsqu'on reste dans ce que l'on connaît déjà. L'esprit humain aime la répétition, la prévisibilité, les routines. Même si une situation n'est pas idéale, elle peut sembler rassurante simplement parce qu'elle est familière. On sait à quoi s'attendre, on connaît les règles, on comprend le fonctionnement. Ce type de confort donne une illusion de contrôle, et cette illusion est souvent plus forte que le désir de changement. Lorsque ce confort s'installe, il agit comme une barrière invisible. Il empêche de regarder au-delà de ce qui est déjà connu. Une opportunité, par nature, vient perturber cet équilibre. Elle propose quelque chose de nouveau, d'inconnu, parfois incertain. Elle demande un effort, une adaptation, un apprentissage.
Et c'est précisément ce qui dérange. Au lieu d'être perçue comme une chance, elle est ressentie comme une menace. L'esprit ne cherche plus à comprendre ou à explorer, il cherche à se protéger. Il préfère rester dans une situation imparfaite mais stable plutôt que de s'aventurer dans une possibilité incertaine. Ce mécanisme est renforcé par la peur du changement. Cette peur est très souvent déguisée en prudence. Beaucoup de personnes se disent qu'elles réfléchissent, qu'elles analysent, qu'elles attendent le bon moment. Elles pensent agir de manière raisonnable. Mais en réalité, elles évitent simplement de prendre une décision difficile. La prudence devient une excuse pour ne pas bouger. Elle donne l'impression d'être intelligent, réfléchi, responsable, alors qu'elle cache souvent une peur plus profonde. La peur de perdre ce que l'on a, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Le changement ne fait pas peur uniquement à cause de ses conséquences visibles. Il touche aussi à quelque chose de plus intime, l'identité. Accepter une opportunité, c'est reconnaître que sa situation actuelle peut évoluer. Cela signifie que ce que l'on est aujourd'hui n'est pas définitif. Pour certaines personnes, cette idée est difficile à accepter. Elle remet en question des choix passés, des efforts déjà fournis, parfois même des sacrifices importants. Il devient alors plus facile de rejeter l'opportunité en la qualifiant de risquée ou irréaliste que de reconnaître qu'elle pourrait être une vraie possibilité. L'éducation joue également un rôle important dans cette incapacité à voir les opportunités. Dès l'enfance, on apprend à suivre des règles, à respecter des structures, à éviter les erreurs. On valorise la sécurité, la conformité, les réponses correctes. On encourage rarement la prise d'initiative ou l'exploration de chemins inconnus. Ce système forme des individus capables d'exécuter des tâches, mais pas toujours capables de créer ou d'inventer. On apprend à trouver la bonne réponse, mais pas à poser des questions différentes. Dans ce cadre, l'erreur est souvent perçue comme un échec, et non comme une étape d'apprentissage. L'incertitude est vue comme un danger, et non comme une opportunité de découverte. Cette manière de penser crée une relation négative avec tout ce qui sort du cadre. Une opportunité, qui ne vient jamais avec des garanties claires, devient alors difficile à accepter. Elle ne correspond à aucun modèle connu, à aucune règle précise. Elle demande une décision personnelle, sans validation immédiate. Et cela peut être très inconfortable pour un esprit habitué à suivre des instructions. À cela s'ajoute le poids du regard des autres. L'être humain est naturellement influencé par son environnement social. Il cherche l'approbation, la reconnaissance, l'acceptation. Prendre une opportunité, surtout si elle est inhabituelle, implique souvent de sortir des normes établies. Cela peut attirer des critiques, des doutes, voire de l'incompréhension. Pour beaucoup de personnes, cette pression sociale est plus forte que leur propre intuition. Elles préfèrent rester dans un cadre acceptable plutôt que de prendre le risque d'être jugées. Le regard des autres crée une sorte de limite invisible. Il définit ce qui est considéré comme raisonnable ou non. Sortir de cette limite demande du courage. Cela implique d'accepter de ne pas être compris immédiatement. Cela demande de faire confiance à son propre jugement, même lorsque les autres ne partagent pas la même vision. Mais cette capacité est rare, car elle n'est pas souvent développée. La majorité préfère rester alignée avec les attentes collectives, même si cela signifie renoncer à des possibilités importantes. Il faut aussi comprendre que les opportunités ne sont pas toujours attirantes au premier regard. Elles ne séduisent pas immédiatement. Elles ne ressemblent pas à des récompenses évidentes. Au contraire, elles dérangent. Elles posent des questions, elles créent un inconfort, elles obligent à réfléchir autrement. Cette sensation de tension est souvent mal interprétée. Elle est perçue comme un signal négatif, alors qu'elle est en réalité un signe de transformation possible. L'esprit non préparé confond l'inconnu avec le danger. Il rejette ce qu'il ne comprend pas immédiatement. C'est pour cette raison que beaucoup d'opportunités ne sont reconnues qu'après coup. Une fois qu'elles ont été saisies par d'autres, elles deviennent évidentes. Ce qui semblait risqué hier paraît logique aujourd'hui. Ce qui était ignoré devient soudainement désirable. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard. L'opportunité a changé de nature. Elle n'est plus une possibilité à créer, mais un modèle à suivre, souvent déjà saturé. Il est important de comprendre que ce phénomène n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de capacité.
C'est une question de préparation mentale. Reconnaître une opportunité demande une certaine disposition intérieure. Il faut être capable de rester lucide dans l'inconfort, de ne pas se laisser guider uniquement par la peur et d'accepter l'incertitude sans être paralysé. Cette capacité ne naît pas naturellement, elle se développe avec le temps. Tant que le confort est considéré comme une priorité absolue, tant que la prudence est confondue avec l'inaction, et tant que l'éducation valorise uniquement la sécurité, il sera difficile de voir les opportunités. L'esprit restera fermé, concentré sur la protection plutôt que sur l'exploration. Mais dès que cette manière de penser commence à évoluer, le regard change. Ce qui était invisible devient progressivement perceptible. Comprendre pourquoi la majorité ne voit rien est une étape essentielle. Cela permet de prendre du recul sur ses propres réactions. Cela aide à identifier les mécanismes qui limitent la perception. Et surtout, cela ouvre la possibilité de changer. Car tant que l'opportunité est perçue comme une menace, elle restera cachée. Mais dès que l'on apprend à voir au-delà de cette peur, elle commence à apparaître, non pas comme un danger, mais comme une possibilité réelle d'évolution. Chapitre 3. Les fausses opportunités et les pièges. Dans le parcours de toute personne qui cherche à avancer, à réussir, ou simplement à améliorer sa vie, il existe un danger souvent sous-estimé. Ce danger n'est pas l'absence d'opportunités, mais au contraire leur apparente abondance. Aujourd'hui, le monde est rempli de propositions, de promesses, de raccourcis présentés comme des chances uniques. À première vue, cela peut sembler positif. On pourrait penser qu'avoir autant de possibilités est une bonne chose. Pourtant, cette situation crée une confusion profonde. Beaucoup de gens ne savent plus distinguer une vraie opportunité d'une illusion bien construite. Une véritable opportunité a des caractéristiques bien précises. Elle demande du temps, de l'effort, de la réflexion. Elle s'inscrit dans une logique de progression. Elle ne promet pas un résultat immédiat, mais un potentiel réel si l'on s'engage sérieusement. À l'inverse, une fausse opportunité attire par sa facilité apparente. Elle promet beaucoup, rapidement, avec peu d'efforts. Elle donne l'impression qu'il existe un chemin simple, direct, presque magique vers le succès. C'est cette promesse qui piège la majorité des personnes. L'illusion du gain rapide est l'un des mécanismes les plus puissants. Elle repose sur un désir humain naturel, obtenir des résultats sans passer par des étapes longues ou difficiles. Tout le monde aimerait réussir vite, gagner plus en faisant moins, atteindre ses objectifs sans obstacle. Ce désir n'est pas mauvais en soi. Mais lorsqu'il devient le critère principal de décision, il ouvre la porte à toutes les manipulations. Les fausses opportunités exploitent précisément ce point faible. Elles proposent des solutions faciles à des problèmes complexes. Elles promettent des résultats disproportionnés par rapport à l'effort demandé. Dans ces situations, le langage utilisé est rarement neutre. Il est soigneusement choisi pour provoquer une réaction émotionnelle. On parle de secrets cachés, de méthodes exclusives, de systèmes simples que personne ne connaît. On insiste sur la rapidité, sur la facilité, sur l'absence de risque. Tout est conçu pour donner envie, pour séduire, pour faire rêver. Mais derrière ces mots, il y a souvent un vide. Une promesse sans fondation solide, une idée qui ne repose pas sur une vraie création de valeur. La manipulation émotionnelle joue un rôle central dans ces pièges. Lorsqu'une personne est fatiguée, stressée ou en difficulté, elle devient plus vulnérable. Elle cherche une solution rapide, une sortie immédiate. Elle ne prend plus le temps d'analyser en profondeur. Elle se laisse guider par son besoin de soulagement. Les fausses opportunités apparaissent souvent dans ces moments-là. Elles se présentent comme des solutions évidentes, comme des réponses simples à des situations compliquées. Elles parlent directement aux émotions, sans passer par la réflexion. Dans cet état, l'esprit ne cherche plus la vérité, mais le réconfort. Il veut croire que la solution existe, même si elle n'est pas solide. Il projette son désir sur la promesse qu'on lui présente. Et c'est ainsi que l'illusion devient crédible. Non pas parce qu'elle est logique, mais parce qu'elle est rassurante. Elle donne l'impression qu'un changement rapide est possible, sans effort réel. Un autre signe très important des fausses opportunités est l'urgence artificielle. On crée un sentiment de pression. On fait croire que le temps est limité, que l'occasion ne se présentera qu'une seule fois.
On pousse à agir rapidement, sans réfléchir. Cette stratégie empêche l'analyse. Elle court-circuite le doute, qui est pourtant un outil essentiel. Une vraie opportunité ne disparaît pas parce qu'on prend le temps de réfléchir. Elle peut évoluer, se transformer, mais elle ne repose pas sur la précipitation. Lorsque quelqu'un insiste pour que vous décidiez immédiatement, c'est souvent un signal d'alerte. Ce type de pression n'a pas pour but de vous aider, mais de vous empêcher de voir clairement. Une décision importante mérite toujours du temps. Elle demande de la réflexion, des questions, parfois même du recul. Ce qui est solide peut être examiné sans problème. Ce qui est fragile a besoin d'être saisi avant que l'illusion ne s'effondre. Face à ces pièges, le discernement devient une qualité essentielle. Le discernement, ce n'est pas être méfiant envers tout. Ce n'est pas refuser toutes les opportunités. C'est apprendre à observer avec calme, à analyser sans se laisser emporter par l'émotion. C'est la capacité de faire la différence entre ce qui est possible et ce qui est simplement attirant, entre ce qui est durable et ce qui est temporaire. Développer ce discernement demande du travail. Cela implique de mieux comprendre ses propres réactions. Plus une personne connaît ses peurs et ses désirs, moins elle est manipulable. Elle sait reconnaître ce qui la touche émotionnellement. Elle peut prendre du recul. Elle ne réagit plus immédiatement, elle réfléchit. Elle se pose des questions simples mais importantes. D'où vient la valeur réelle? Qui prend le risque? Qui gagne réellement dans cette situation? Apprendre à dire non fait partie de ce processus. Beaucoup de personnes pensent que dire non est une faiblesse, une forme de peur. En réalité, c'est souvent une preuve de clarté. Dire non à une fausse opportunité, c'est protéger son temps, son énergie et ses ressources. C'est refuser de se disperser. Chaque engagement inutile consomme une partie de ce que l'on pourrait investir ailleurs, dans quelque chose de plus solide. Dire non demande du courage. Cela implique de renoncer à une promesse séduisante. Cela signifie accepter de ne pas savoir immédiatement ce qui viendra après. Mais ce refus crée de l'espace. Il permet de rester disponible pour de meilleures opportunités. Ceux qui réussissent sur le long terme ne sont pas ceux qui acceptent tout. Ce sont ceux qui choisissent avec précision. Il est aussi important de comprendre que les pièges ne sont pas toujours visibles. Certaines fausses opportunités sont bien présentées, bien structurées, parfois même légales. Elles peuvent donner des résultats à court terme, mais elles enferment dans une logique qui limite le potentiel réel. Elles détournent l'attention, elles consomment du temps, elles ralentissent la progression. Le danger n'est pas toujours immédiat, mais il apparaît avec le temps. Ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ce n'est pas seulement les opportunités qu'ils saisissent, mais aussi celles qu'ils évitent. Éviter un piège est parfois plus important que saisir une chance. Cette capacité à reconnaître ce qui n'est pas aligné permet de construire un chemin plus cohérent. Avec le temps, cette manière de penser devient une force. Elle permet de rester calme face aux promesses rapides. Elle évite les décisions impulsives. Elle favorise des choix réfléchis. Elle crée une trajectoire basée sur la cohérence plutôt que sur des réactions immédiates. Comprendre les fausses opportunités, c'est comprendre une partie importante de la nature humaine. C'est reconnaître que le désir peut parfois aveugler, que l'émotion peut influencer les décisions, et que la réflexion est un outil indispensable. Cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout, mais apprendre à équilibrer l'intuition et l'analyse. Ainsi, avancer avec discernement, apprendre à dire non et accepter que les choses solides prennent du temps sont des éléments essentiels. Ce sont des choix discrets, souvent invisibles, mais profondément importants. Ils permettent de préserver son énergie, de rester concentré et d'être prêt lorsque de vraies opportunités se présentent. Parce qu'au final, ce ne sont pas les promesses rapides qui construisent une réussite durable, mais les décisions lucides prises avec patience et clarté. Chapitre 4. Observer le monde autrement. Regarder le monde ne suffit pas pour comprendre ce qui s'y passe réellement. Beaucoup de personnes voient les choses, mais très peu prennent le temps de les observer en profondeur. Elles réagissent aux événements sans chercher à en comprendre les causes. Elles vivent dans un flux constant d'actions et de réactions, sans jamais s'arrêter pour analyser ce qui les entoure. Pourtant, les opportunités ne se trouvent presque jamais dans ce qui est évident.
Elle se cache dans les détails, dans les failles, dans ce que la majorité considère comme normal ou sans importance. Changer son regard sur le monde est une étape essentielle. Cela demande de ralentir, de prêter attention, de sortir du mode automatique. L'esprit humain a tendance à s'habituer très rapidement à ce qu'il voit tous les jours. Ce qui est répété devient invisible. Les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, les mêmes situations finissent par être acceptées sans question. On s'adapte, on s'ajuste, on trouve des moyens de contourner les difficultés, mais on ne cherche plus à les résoudre. C'est précisément dans cette habitude que les opportunités disparaissent. Les problèmes sont souvent perçus comme des obstacles à éviter. On les voit comme des éléments négatifs, des sources de stress ou de frustration. Mais en réalité, chaque problème est un signal. Il montre qu'il existe un décalage entre ce qui est et ce qui devrait être. Il révèle un besoin non satisfait. Et c'est dans cet espace que se trouve l'opportunité. Plus un problème est fréquent, plus il est intéressant. Mais paradoxalement, plus il est courant, plus il est ignoré. Les gens finissent par penser que c'est normal, que cela ne peut pas changer. Une personne qui développe un regard différent ne s'arrête pas à cette première impression. Elle ne voit pas seulement le problème, elle cherche à comprendre ce qu'il signifie. Elle se pose des questions simples mais puissantes. Pourquoi cette situation existe-t-elle? Qui est concerné? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Cette démarche transforme complètement la perception. Le problème devient une information, une piste, un point de départ. Beaucoup attendent des idées extraordinaires pour parler d'opportunités. Ils pensent qu'il faut inventer quelque chose de nouveau, de spectaculaire, de révolutionnaire. Pourtant, la majorité des opportunités solides viennent de situations très simples. Une attente trop longue, un service mal organisé, une expérience frustrante, un manque de clarté, ces éléments sont présents partout. Ils sont tellement fréquents qu'ils deviennent invisibles. Mais pour celui qui observe avec attention, ils représentent une mine d'informations. Lire les besoins humains est une compétence essentielle. Les tendances attirent l'attention parce qu'elles sont visibles et populaires. Elles donnent l'impression d'être importantes, mais elles sont souvent temporaires. Elles apparaissent rapidement et disparaissent tout aussi vite. Construire quelque chose uniquement sur une tendance revient à s'appuyer sur une base instable. À l'inverse, les besoins humains sont constants. Ils évoluent lentement, mais ils restent présents dans toutes les sociétés. Les gens veulent gagner du temps, simplifier leur vie, se sentir en sécurité, être compris, être reconnus. Ces besoins ne changent pas avec les modes. Ils sont profonds, universels. Une opportunité basée sur un besoin réel a plus de chances de durer. Elle répond à quelque chose d'essentiel. Elle ne dépend pas de l'attention du moment, mais d'une réalité permanente. Le problème, c'est que ces besoins ne sont pas toujours exprimés clairement. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent ou ce qui leur manque. Mais leur comportement parle à leur place. Leurs habitudes, leurs plaintes, leurs réactions sont des indices précieux. Une frustration répétée est un signal fort. Elle indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il le devrait. La plupart des personnes cherchent à éviter la frustration. Elles veulent la réduire, la contourner, l'oublier. Mais celui qui développe un regard stratégique fait l'inverse. Il s'en rapproche. Il cherche à la comprendre. Il analyse ce qui la provoque. Est-ce un manque de temps, une complexité inutile, une mauvaise organisation, une solution inefficace? Chaque réponse ouvre une nouvelle piste. Transformer une frustration en solution demande une certaine discipline. Il ne suffit pas de remarquer un problème. Il faut aller plus loin. Il faut comprendre les causes profondes, imaginer des alternatives, tester des idées. Ce processus demande du temps, de la patience, de l'attention. Mais il permet de créer quelque chose de réel, de concret. L'observation silencieuse joue un rôle central dans cette démarche. Dans un monde où tout pousse à agir rapidement, prendre le temps d'observer peut sembler inutile. Pourtant, c'est une étape fondamentale. Agir sans comprendre revient à avancer à l'aveugle. Observer, c'est accepter de ne pas intervenir immédiatement. C'est regarder, écouter, analyser, sans chercher à réagir tout de suite. Cette forme d'attention
permet de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Elle aide à voir les liens entre les éléments, à comprendre les dynamiques. Elle permet aussi de se détacher de ses propres idées pour voir la réalité telle qu'elle est. Sans cette étape, les décisions sont souvent basées sur des impressions rapides ou des émotions. Avec le temps, cette capacité d'observation transforme la manière de percevoir le monde. Ce qui semblait confus devient plus clair. Les situations prennent du sens. Les répétitions apparaissent. L'individu ne subit plus les événements, il les comprend. Il devient capable d'anticiper, de prévoir, de réagir de manière plus efficace. Observer le monde autrement, c'est aussi apprendre à remettre en question ce qui semble normal. Beaucoup de pratiques existent simplement parce qu'elles ont toujours été là. Elles ne sont pas forcément efficaces, mais elles sont acceptées. Le regard stratégique ne se contente pas d'accepter. Il questionne. Pourquoi fait-on ainsi? Existe-t-il une meilleure manière? Que se passerait-il si l'on changeait cette approche? Cette capacité à questionner demande une certaine indépendance d'esprit. Elle implique de ne pas suivre automatiquement ce que font les autres. Elle demande du recul, de la réflexion. Mais elle permet aussi de découvrir des possibilités que la majorité ne voit pas. Le monde moderne est rempli d'imperfections. Malgré les progrès technologiques, les frustrations existent toujours. Parfois, elles sont même amplifiées. Trop d'informations, trop de choix, trop de complexité, et ces éléments créent de nouvelles difficultés. Et chaque difficulté représente une opportunité potentielle pour celui qui sait observer. Adopter cette manière de voir demande un effort. Il faut apprendre à ralentir, à prêter attention, à analyser. Il faut accepter de ne pas avoir de réponse immédiate. Mais avec le temps, ce regard devient naturel. Il permet de voir ce que les autres ignorent. Il transforme les situations ordinaires en source de possibilités. Ainsi, observer le monde autrement ne consiste pas à chercher quelque chose de nouveau, mais à voir différemment ce qui existe déjà. Ce n'est pas ajouter quelque chose à la réalité, mais retirer les filtres qui empêchent de la comprendre. C'est reconnaître que chaque problème contient une information, que chaque frustration indique un besoin, et que chaque besoin non satisfait est une invitation à agir. Celui qui développe cette capacité ne cherche plus désespérément des opportunités. Il les rencontre naturellement, parce qu'il a appris à regarder là où les autres passent sans voir. Parce qu'il a compris que les réponses ne se trouvent pas toujours dans ce qui est visible, mais dans ce qui est ignoré. Et c'est dans cette différence de regard que naît la véritable capacité à transformer une idée en réalité. Chapitre 5. Le timing et le courage. Comprendre une opportunité est une chose, mais savoir quand agir est une étape encore plus difficile. Beaucoup de personnes pensent que le bon moment dépend uniquement de facteurs extérieurs, comme la chance, les circonstances ou le hasard. Elles imaginent qu'il existe un instant parfait, un moment précis où tout s'aligne naturellement. Mais en réalité, ce moment parfait n'existe presque jamais. Le timing ne dépend pas seulement de ce qui se passe autour de nous, il dépend surtout de ce qui se passe en nous. Il est lié à notre niveau de préparation, à notre compréhension et à notre capacité à agir malgré l'incertitude. Il arrive souvent que certaines personnes voient une opportunité avant les autres. Elles ont une intuition, une idée, une perception claire de quelque chose qui pourrait fonctionner. Mais dans beaucoup de cas, elles agissent trop tôt. Elles veulent aller vite, elles veulent concrétiser immédiatement ce qu'elles ont compris. Pourtant, même si leur idée est bonne, le contexte ne l'est pas encore. Le monde autour d'elles n'est pas prêt. Les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Les gens ne sont pas encore ouverts à cette nouveauté. Le résultat est souvent décevant. Elles rencontrent de la résistance, de l'incompréhension, parfois même de l'échec. Elles ont vu juste, mais elles ont agi trop tôt. Ce type de situation est difficile à vivre, car il donne l'impression d'avoir raison sans pouvoir en tirer profit. Cela peut créer du doute, de la frustration, voire un sentiment d'injustice. Mais le problème ne vient pas de la qualité de l'idée. Il vient du décalage entre la vision et la réalité du moment. Une opportunité ne devient réelle que lorsque l'environnement peut l'accueillir. Avant cela, elle reste une possibilité, mais pas encore une action efficace. À l'inverse, beaucoup de personnes voient les opportunités trop tard.
Elles attendent, elles analysent, elles observent. Elles veulent être sûres avant d'agir. Elles cherchent des preuves, des exemples, des garanties. Elles veulent réduire au maximum le risque. Mais pendant qu'elles attendent, d'autres passent à l'action. Et lorsque l'opportunité devient évidente, elle a déjà changé. Elle n'est plus nouvelle. Elle est déjà exploitée. La concurrence est plus forte, les marges sont réduites, les possibilités sont limitées. Ce n'est plus une création, c'est une imitation. Voir trop tard est souvent lié à la peur. Peur de se tromper, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur pousse à attendre, à repousser la décision. Elle donne l'impression d'être prudent, mais elle crée en réalité une forme d'immobilité. Plus on attend, plus il devient difficile d'agir. Le doute grandit, les hésitations se multiplient, et l'occasion finit par disparaître. Entre ces deux extrêmes, il existe un équilibre. Un moment où l'action devient possible sans être précipitée. Ce moment n'est pas parfait, mais il est cohérent. Il correspond à un état où la compréhension est suffisante pour avancer, même si tout n'est pas encore clair. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'en avoir assez pour commencer. Ce moment demande une certaine sensibilité. Il ne se voit pas toujours à l'extérieur, il se ressent à l'intérieur. Ce qui permet de reconnaître ce moment, c'est la préparation. Une personne préparée ne voit pas les opportunités de la même manière. Elle est plus attentive, plus réactive, plus confiante. Elle n'a pas besoin de longues hésitations, car elle a déjà développé une base solide. Elle connaît ses forces, ses limites, ses objectifs. Elle a acquis des connaissances, des compétences, une expérience. Tout cela lui permet de prendre une décision plus rapidement et avec plus de justesse. La préparation ne consiste pas à attendre passivement. C'est un travail actif. Observer, apprendre, tester, réfléchir, ajuster. Ce travail peut sembler invisible, mais il est essentiel. Il permet de créer une structure intérieure. Il donne une direction. Il renforce la capacité à agir au bon moment. Sans préparation, une opportunité peut apparaître, mais elle ne sera pas reconnue ou elle sera mal utilisée. Le courage joue un rôle central dans ce processus. Agir au bon moment demande toujours une forme de courage. Il faut accepter de ne pas tout contrôler. Il faut accepter le risque, l'incertitude, le doute. Beaucoup de personnes attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Mais cette attente est inutile. La peur ne disparaît jamais complètement. Elle fait partie du processus. Ce qui change, c'est la capacité à avancer malgré elle. Le courage ne signifie pas agir de manière impulsive. Il ne s'agit pas de se lancer sans réfléchir. Il s'agit de prendre une décision consciente, en acceptant les risques. Il s'agit de ne pas laisser la peur bloquer l'action. Une personne courageuse ne nie pas ses doutes, mais elle ne se laisse pas dominer par eux. Elle avance avec lucidité. Agir sans garantie est une caractéristique de toute opportunité réelle. Si tout était certain, tout le monde agirait. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. Une opportunité est toujours accompagnée d'un certain niveau d'incertitude. Elle demande un engagement sans promesse absolue. C'est ce qui la rend difficile à saisir, mais aussi ce qui la rend précieuse. Beaucoup de personnes confondent opportunité et évidence. Elles pensent qu'une vraie occasion doit être claire, sécurisée, validée par les autres. Mais une opportunité devient évidente seulement après coup. Une fois qu'elle a été exploitée, elle semble logique. Mais avant cela, elle ressemble souvent à un pari raisonnable, jamais à une certitude. Le timing dépend donc moins de la chance que de la capacité à être prêt. Deux personnes peuvent voir la même opportunité au même moment. L'une agit, l'autre hésite. La différence ne vient pas de l'événement, mais de la préparation. Celui qui est prêt agit avec plus de fluidité. Celui qui ne l'est pas reste bloqué. Il est aussi important de comprendre que le timing ne peut pas être forcé. Vouloir agir trop vite, par peur de rater une occasion, mène souvent à des erreurs. Mais attendre indéfiniment sous prétexte de prudence conduit à l'inaction. Trouver le bon moment demande une forme de patience active. Cela signifie rester attentif, continuer à apprendre, observer les signaux, sans se précipiter. Cette patience n'est pas une attente passive. Elle implique un travail intérieur constant.
Elle permet d'affiner le jugement, de mieux comprendre les situations, de se préparer progressivement. Avec le temps, cette approche développe une sensibilité particulière. L'individu devient capable de sentir le moment où l'action devient pertinente. Le courage intervient aussi dans la capacité à accepter les conséquences. Prendre une opportunité implique toujours un risque. Il peut y avoir des erreurs, des ajustements, des difficultés. Mais ces éléments font partie du processus. Ils permettent d'apprendre, de progresser, de s'améliorer. Celui qui agit développe une expérience. Celui qui n'agit pas reste dans la théorie. Avec le temps, cette manière d'agir transforme la relation au monde. L'individu ne court plus après les opportunités. Il se concentre sur sa préparation. Il sait que les occasions apparaîtront naturellement. Il développe une confiance basée sur sa capacité à voir et à agir. Il n'est plus dans l'urgence, ni dans l'hésitation. Il avance avec plus de clarté. Voir trop tôt et voir trop tard sont deux formes d'erreur. L'une vient de l'impatience, l'autre de la peur. Le bon timing se trouve entre les deux. Il demande de l'équilibre, de la lucidité, du courage. Il ne dépend pas uniquement des circonstances, mais de la capacité à être prêt lorsque l'occasion se présente. Ainsi, comprendre le timing et développer le courage permettent de transformer une simple possibilité en action réelle. Cela demande du travail, de l'attention, de la discipline. Mais c'est ce processus qui permet de saisir les opportunités au moment où elles peuvent réellement produire un impact. Et c'est dans cet équilibre que se construit une progression durable. Au terme de ce parcours, une idée essentielle ressort avec force. Une opportunité n'est jamais un simple événement extérieur qui apparaît par hasard dans une vie. Elle est toujours le résultat d'une rencontre. Une rencontre entre une situation réelle, présente autour de nous, et un esprit capable de la reconnaître. Sans cette préparation intérieure, même la meilleure opportunité reste invisible. Elle passe, discrète, silencieuse, sans laisser de traces. Mais pour celui qui a appris à voir, elle devient une possibilité concrète, une porte ouverte vers un changement réel. Beaucoup de personnes pensent encore que la réussite dépend principalement de la chance, des circonstances ou des bonnes rencontres. Elles attendent un moment parfait, une occasion évidente, une preuve claire avant d'agir. Pourtant, ce moment n'arrive presque jamais sous la forme qu'elles imaginent. L'opportunité ne se présente pas comme une évidence. Elle demande un regard attentif, une capacité à lire entre les lignes, à comprendre ce qui n'est pas immédiatement visible. Elle demande aussi du courage, car elle ne vient jamais avec des garanties. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la situation en elle-même, mais la manière dont elle est perçue. Deux personnes peuvent vivre exactement le même moment. L'une verra un problème, une difficulté, un obstacle à éviter. L'autre verra une ouverture, une possibilité à explorer, un point de départ. Et cette différence ne vient pas d'un talent particulier ou d'un privilège caché. Elle vient d'un entraînement intérieur, d'une manière de penser qui se construit avec le temps. Observer devient alors une compétence essentielle. Observer vraiment, ce n'est pas simplement regarder ce qui est visible. C'est aller plus loin. C'est chercher à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. C'est remarquer les détails que la majorité ignore. C'est prêter attention aux problèmes répétés, aux frustrations quotidiennes, aux besoins non exprimés. Là où beaucoup passent sans s'arrêter, celui qui observe découvre des informations précieuses. Il voit ce que les autres ne prennent pas le temps de voir. Mais observer ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir. Réfléchir, c'est donner du sens à ce que l'on voit. C'est relier les éléments entre eux, poser des questions, analyser les situations. C'est prendre du recul pour ne pas réagir uniquement sous l'effet de l'émotion. Dans un monde où tout pousse à aller vite, où les décisions sont souvent prises dans l'urgence, cette capacité à ralentir devient une force. Elle permet de distinguer les vraies opportunités des illusions. Elle permet d'éviter les pièges et de faire des choix plus cohérents. Et ensuite vient l'étape la plus difficile, agir. Beaucoup de personnes observent, réfléchissent, comprennent, mais n'agissent pas. Elles attendent encore un signe, une confirmation, une sécurité totale. Elles veulent être sûres avant de se lancer. Mais cette certitude n'existe pas. Toute opportunité réelle contient une part d'inconnu. Elle demande d'avancer malgré le doute, malgré la peur.
C'est là que le courage intervient. Agir avec courage ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie accepter de ne pas tout maîtriser. Cela signifie faire un pas en avant même, lorsque tout n'est pas parfaitement clair. Cela signifie prendre une décision en sachant qu'il y a un risque, mais aussi un potentiel. Ce passage à l'action est ce qui transforme une simple idée en réalité. Sans action, une opportunité reste une possibilité. Elle n'existe que dans la pensée. C'est l'action qui lui donne une forme concrète. Il est aussi important de comprendre que toutes les opportunités ne doivent pas être saisies. Savoir dire non fait partie du processus. Refuser ce qui n'est pas aligné, ce qui ne correspond pas à ses valeurs ou à sa vision, permet de rester concentré sur l'essentiel. Ce n'est pas en accumulant les occasions que l'on avance, mais en choisissant celles qui ont du sens. Chaque décision compte, chaque choix oriente la trajectoire. Avec le temps, cette manière de voir transforme profondément la relation au monde. L'individu ne subit plus les événements. Il devient acteur. Il ne cherche plus désespérément des opportunités, car il comprend qu'elles sont déjà là, autour de lui. Il développe une confiance nouvelle, non pas basée sur des certitudes extérieures, mais sur sa capacité à observer, comprendre et agir. Le monde n'est pas vide d'opportunités. Il en est rempli. Elles sont présentes dans les situations simples, dans les problèmes du quotidien, dans les besoins non satisfaits. Mais elles ne sont visibles que pour ceux qui ont appris à regarder autrement. Elles ne se montrent pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui se préparent. Le message final est donc simple, mais puissant. Le monde est plein d'opportunités, mais seules celles que tu saisis deviennent réelles.